vais tester un onduleur qui fait fureur en ce moment. Ah, je vais pas dire ça comme ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tester un onduleur qui a la cote en ce moment sur la plupart des sites internet de vente en ligne. C'est ce qu'on appelle un onduleur hybride qui utilise plusieurs sources d'énergie avec ou sans batterie, qui permet d'exploiter notamment du solaire pour être en autonomie ou pour complémenter le réseau. Et ces onduleurs sont très peu chers, ça met un petit peu la puce à l'oreille. J'en avais testé un déjà en 2016 où j'avais pas été spécialement satisfait. D'ailleurs, il est tombé en panne un mois ou deux après, enfin quelques mois après. Je l'ai à nouveau ici, on va en parler. Et c'est l'onduleur que je vais mettre en service aujourd'hui. C'est pour une installation qu'on m'a commandée, sur lequel le budget était important. C'est quasiment le même qu'un modèle que j'ai installé sur une grosse installation. Vous pouvez voir sur une autre vidéo de la chaîne YouTube. Mais c'est une autre marque, mais c'est la même fabrication. A priori, à l'intérieur, il change un certain nombre de choses. Alors, on va en parler un peu plus en détail et je vais vous montrer le produit, ce qu'il y a à l'intérieur et on va pouvoir parler de son fonctionnement. Alors, les deux produits que j'ai ici proviennent de la même usine. Donc là, on a un modèle Ecoter, mais qui est aussi proposé sous la marque WKS ou sous tout un tas d'autres marques. C'est exactement le même modèle. On le reconnaît bien par sa forme, par son écran. Donc, vous voyez, par son petit écran avec 4 petits boutons, avec le marquage qui est ici. C'est un modèle 3 kg celui-ci, on détache en façade et puis on raccorde. C'est quelque chose d'assez simple. Il est assez répandu, mais maintenant il tend à être remplacé par ce modèle-là, notamment de chez Gros Watt. Alors celui-ci, c'est une autre marque. Je ne suis même pas sûr que la marque soit marquée dessus. Il a tous les mêmes parallèles, tous les mêmes paramètres, mais il n'a pas le logo. C'est trait pour trait le Gros Watt, hein, vraiment. On a les mêmes connectiques, les mêmes façons de faire, les mêmes seuils de tension, les mêmes paramètres, les mêmes branchements. Le même chose ici, pas tout à fait le même écran. Celui-ci a un tout petit écran alors que l'autre en a un grand. Mais bon, c'est les mêmes choses qui s'affichent en fait. Donc la taille de l'écran importe peu, que ce soit écrit en tout petit ou en plus grand. C'est comme un téléphone portable, c'est la même chose. Je vais les démonter tous les deux et après, je vais le mettre en œuvre sur la planche ici pour mon client et on va pouvoir le tester en situation. Déjà, c'est qu'ils sont de la même construction, de la même fabrication, avec les mêmes usines, les mêmes numéros. On a quelques éléments totalement similaires, comme par exemple les cartes d'affichage ici, qui sont en façade, qui sont exactement les mêmes des deux côtés. Carte d'affichage d'une année différente, mais de même fabrication, avec les mêmes repères. On a de manière séparée un régulateur MPPT, c'est-à-dire un régulateur solaire qui accepte des tensions variables. Alors celui-ci, sur le modèle Ecoter, il est censé accepter jusqu'à 75 volts en entrée. Donc on a ici le raccord solaire qui va sur la carte solaire ici. Alors sur ce régulateur là, on voit que les condensateurs sont d'une tension maximum de 80 volts. Donc le fait d'annoncer 75 volts en tension maximum, c'est plutôt cohérent. C'est un petit régulateur, effectivement il fait 30 ampères. Il tient la route. Quand je l'avais testé, il était très fonctionnel. Quand l'onduleur est tombé en panne, je pense que le régulateur marchait encore. La partie onduleur là-dessus, c'est le même que la partie chargeur. En fait, ce sont les mêmes appareils, mais comme dans toutes les marques. Dessus, on a des transistors et ce sont eux qui ont dû sauter pour cause de court-circuit, je suppose, ou de faux contacts. Alors on remarque les bobines et condensateurs des onduleurs Sinus. Bon, c'est pas des bobines parfaites, mais bon, globalement, on n'est pas sur de la high-tech, mais on n'est pas sur de la fabrication manuelle non plus. Ça
c'est du fonctionnement hybride, on va dire, c'est-à-dire que c'est à la fois de la haute fréquence et de la basse fréquence. Vous savez, quand on fabrique un onduleur, en général, on se base sur la basse fréquence avec des grosses bobines et des gros condensateurs. Mais ici, on a des bobines assez faibles. Hein. Pour une puissance pareille, on devrait avoir une bobine qui prend toute la place de la carte électronique. Donc on a un onduleur qui n'est pas très gros, pas très lourd. Ça veut dire que tout est basé sur le fonctionnement des transistors et la haute fréquence, c'est-à-dire sur ces cartes-là. C'est un peu le point faible du coup. Mais alors ça supporte moins les surcharges. Ce modèle-là, je vais essayer de le réparer. J'ai certainement des composants à changer, mais c'est pas très facile d'accès. L'autre modèle, qui est sur la même base, mais qui est quand même un peu plus gros. Alors sur la même remarque, on a bien le photovoltaïque ici, qui est raccordé sur les deux fils, là, rouge et noir que je suis. Et en haut, on a le régulateur MPPT, qui lui a des condensateurs qui supportent 500 volts, et sur la fiche technique c'est marqué maximum 500 volts, donc il n'y a pas de marge de manœuvre, il ne faut pas atteindre les 500 volts, sinon les condensateurs crament. C'est le même type de construction, c'est une carte séparée, donc je suppose qu'ils doivent pouvoir vendre le régulateur séparément. Il est branché sur le même bus, c'est-à-dire sur les mêmes bornes de batterie, et après il y a une petite carte de communication qui permet de communiquer avec la grande carte de communication qui est là, pour afficher les données, contrôler ce qui se passe et tout. Et tout le reste, c'est un onduleur. Onduleur et chargeur avec fusible, bobine, transistor. On voit ici les rangées de MOSFET. Pareil, sur la base de la haute fréquence. Alors je constate que les condensateurs sont plus petits. Les bobines sont plus petites alors que les performances sont censées être plus grandes. C'est pas spécialement bon signe. Bon, donc il ne faudra pas utiliser l'onduleur à pleine puissance. Donc voilà pour l'intérieur. Je ne vais pas détailler plus parce que je ne suis pas électronicien. Je pourrais aller un peu plus loin sur les varistances, sur tout un tas d'appareils, mais ce n'est pas une chaîne sur l'électronique. On peut voir quand même quelques éléments, comme par exemple ici il y a un fusible. On le voit, il est noir. Un fusible interne qui est de 150 ampères pour 32 volts. C'est un onduleur 24 volts qui est annoncé ici pour, on va regarder là, pour 150 ampères effectivement. Donc il n'y a pas de marge possible. Et celui-ci, qui est aussi un 24 volts, est annoncé pour 100 ampères. Je ne sais pas où est le fusible sur ce modèle. Ah si, il y a plusieurs petits fusibles à l'intérieur. Ça, pour les remplacer, ils sont plus communs mais ils sont soudés. Donc le fait de mettre plein de fusibles en parallèle, c'est une technique un peu chinoise. Ça, c'est pas très fiable parce que dès qu'il y en a un qui saute, c'est-à-dire que tous les autres ils sont fragilisés et la probabilité qu'ils sautent tous en même temps n'est pas non plus très grande. Mais bon, techniquement ça fonctionne. On est en présence d'onduleurs qui sont quand même communicants, notamment celui de gauche qui a une partie en Wi-Fi avec une prise USB et un petit adaptateur Wi-Fi, un dongle ils appellent ça, pour pouvoir communiquer avec le téléphone, pour voir ce qui se passe et tout. Ceci dit, l'affichage est quand même sur Victron, c'est pareil, l'affichage n'est pas fiable. Il faut mieux se fier au contrôleur batterie parce que souvent il affiche des courants faibles alors que les courants sont plus élevés. Bon, on va dire que les chaînes de mesure ne sont pas parfaits et l'électronique a du mal à se mesurer elle-même. Il faut un appareil auxiliaire pour vraiment bien mesurer. J'ai quand même voulu vous faire une petite comparaison sur un onduleur de puissance équivalente à peu près. Donc là, on est sur un modèle Studer de haut de gamme, c'est suisse, qui fait 2800 watts. Donc c'est l'équivalent parce qu'eux, ils comptent ils ont beaucoup de surcharge. La puissance nominale, c'est 2500 et la puissance max, c'est 7000 à peu près. Donc on est quand même supérieur. C'est bien un onduleur chargeur. On voit bien qu'on est sur quelque chose de bien plus gros. On est sur un modèle basse fréquence et quand même bien plus lourd. Donc quand on l'ouvre, bon là on a un petit compartiment pour les raccords. Et ici, on a la grosse plaque. Là on a de l'électronique de commande, de l'électronique de mesure, une carte d'affichage qui est plus électrotechnique que électronique. Enfin, j'entends par là que c'est pas un affichage LCD, avec des réglages en façade, quelque chose de simple, avec des voyants, des boutons, et puis des réglages d'entrée, sortie. Pas besoin de programmation particulière, on est quand même sur quelque chose de fiable. On a des gros condensateurs. En dessous, on a des bobines, vous voyez la taille des câbles, on est sur du 50 carré quand même. On a des grosses bobines
qui prennent toute la place. On a un gros radiateur et des ventilateurs. Et on a une autre bobine, mais qui est encore plus loin, qui est bien cachée, qui fait à peu près 15 à 20 cm de diamètre. On la voit ici, vous voyez les roses, la grosse bobine. C'est comme un autotransformateur, c'est rond, c'est torique. Et là, c'est une capacité de surcharge énorme. Donc ça n'a rien à voir en termes de taille. Là, on est sur quelque chose qui alimente de la chambre froide, qui va durer 20 ans, 25 ans, qui a les mêmes faiblesses que les autres onduleurs au niveau humidité et tout, mais on peut les commander en carte tropicalisée. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout le même prix, hein. Le modèle chinois qui est ici, il va être dans les 500, 600 euros, enfin suivant les fournisseurs, les puissances, les caractéristiques, alors que lui, il est plutôt dans les 3000, 4000 euros. On est presque sur 10 fois plus. Mais ce sont les onduleurs habituellement utilisés pour l'autonomie. C'est pour ça que, alors eux, ils visent la fiabilité parce qu'ils savent qu'il y a besoin d'être fiable, alors que les autres modèles, c'est plus, ils sont communicants, parce qu'ils vont vers le numérique, vers tout ça. Ils ne se préoccupent pas de la longévité du produit, si vous voulez. Voilà, c'est pas du tout la même robustesse, hein. On est quand même sur des jeux de barres impressionnants, sur des gros condensateurs, hein, qui supportent des températures élevées, et sur des gros refroidisseurs avec ventilateur. On est vraiment sur quelque chose qui est massif. J'en profite aussi pour vous faire la comparaison avec l'onduleur Victron. On voit que globalement, il y a un peu plus d'électronique que chez Studer. Il est assez gros, mais pas aussi gros que le Studer. Il y a quand même un bobinage dedans et des condensateurs. Alors, je ne sais pas si on voit, mais il y a un transformateur ici. Je vais essayer de me rapprocher. Il n'est pas très très gros, mais il est présent. Il y en a un deuxième à droite. Donc, ils ont séparé les deux. On peut dire que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Et là, c'est du modèle qui va être dans les 1000, à peu près 1200 euros. Il y a des nouveaux modèles maintenant qui sont un peu plus portés sur l'électronique, qui sont un petit peu moins chers. Donc voilà, c'était pour la petite comparaison. Je ne vous compare pas les fonctionnements, hein, mais voilà, pour la taille, rien que pour l'aspect physique. L'onduleur, on va le mettre sous tension. Il va y avoir un gros bip. Voilà. Il allume son écran. Il démarre et il va afficher 230 volts ici. Voilà. On a une consommation de 53 watts. Donc c'est un peu élevé. Ça devrait être plutôt entre 10 et 25 watts. Mais là, on est sur un modèle qui est moins économe que les autres. Donc là, on est redescendu à 46 watts parce que le ventilateur s'est éteint. Donc cet onduleur, il a une partie entrée ici qui est soit un groupe électrogène, soit les panneaux solaires. Sur la partie droite, on a toujours la consommation. On a un petit logo qui nous dit que ça sort de l'onduleur et ça alimente une petite lampe. Puis il y a un petit logo triangulaire qui donne la jauge de charge de l'onduleur. Plus ça monte, plus l'onduleur est saturé. On va brancher les panneaux solaires là. Il va faire bip aussi. Là, les panneaux solaires clignotent. À un moment donné, il va décider que c'est suffisant. Et voilà, il démarre le régulateur solaire. Et là, il y a un petit pictogramme qui vient dire on est en train de charger. Sur le contrôleur batterie, là, on est à plus 18 watts. Okay. Ça va monter petit à petit. Bon, voilà, on a mis les panneaux à plat dehors. Il fait pas beau, il y a des nuages. Pour l'instant, il produit à peine. Alors, il y a aussi un principe de menu défilant sur cet écran, okay, qui est toujours lié au bouton qu'il y a là. Et quand on fait haut et bas, chaque fois ça fait bip, on a des valeurs qui changent. Donc là, on sait que c'est la tension des batteries, le courant des batteries. Donc là, en l'occurrence, il dit qu'il y a 0 ampères. Ce qui n'est pas vrai, il y a 0,23. Donc là, on peut déjà dire qu'il ne mesure pas en dessous de 1 ampère. Ensuite, la consommation, il y a 0, parce qu'on n'a rien branché. C'est toujours la consommation, mais en volt-ampère. C'est un autre paramètre, c'est équivalent au watt, on va dire. Le pourcentage de charge, c'est 0, parce qu'on ne consomme rien. 50 Hz, c'est la vitesse du signal, la fréquence du signal. 230 volts. Donc là, il nous dit il envoie de temps en temps de la puissance. Donc il y a peut-être plusieurs raisons. Soit les batteries sont chargées, soit il n'y a pas assez de soleil. Donc là, pareil, l'ampèremètre oscille un petit peu. Je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs centaines de watts pour qu'il commence à mesurer quelque chose de fiable. Pout, en watts, il n'y a pas grand-chose. Donc c'est du menu défilant. On est à 120 volts. Là, c'est à partir de 120 volts qu'il produit. Donc là, on a à peine assez de soleil. Ah, donc on est à 140 volts à un moment donné. Donc dès qu'il commence à consommer un petit peu, la tension chute. Comme ça ne lui convient pas, il ne produit pas grand-chose. On n'a pas mis de groupe électrogène, mais on va en mettre un.
Donc là, j'ai branché une source alternative. J'ai un petit disjoncteur que je dois enclencher ici, donc j'y vais. Voilà. Il me dit tout de suite, il y a 230 volts ici. Il me met le petit logo du générateur. Il bascule sur le générateur avec un petit pictogramme. Et il va commencer à charger sur les batteries. Donc ici, on a une charge qui va monter. On est à 35 watts. Il devrait monter à 1000-1500 watts peut-être. Donc là, ce qu'on voit, tu peux venir voir là, c'est que la sortie est directement alimentée par l'entrée. Il y a un petit marqué, c'est marqué bypass. Et l'onduleur s'est éteint. Là, il n'y a plus de lien là. Donc là, il y a uniquement le chargeur qui est en marche. Solaire plus groupe électrogène. Et là, il est en train d'envoyer beaucoup là. 1600 watts. Donc là, il charge les batteries, il y va. On est à 28 volts. 60 ampères, c'est un peu beaucoup. Donc là, je vais couper le chargeur parce que je ne l'ai pas paramétré. Je trouve ça trop élevé. Toc. Voilà, il repasse en onduleur directement. Il continue à ventiler pendant quelques secondes. Donc là, il demande à être paramétré pour lui demander de charger moins fort. Il faut qu'on lui paramètre le courant de charge pour pas prendre trop de puissance, parce que si tu mets un tout petit groupe électrogène, ça va être problématique, il va surcharger le groupe. Il ne faut pas que les batteries soient trop fortement chargées non plus. Il faut qu'on paramètre l'économie d'énergie pour qu'ils se mettent en veille quand on ne consomme pas. Et puis les seuils de tension, si toutefois ils n'étaient pas bien mis. Effectivement, il n'y a pas de soleil. Regarde, on en a 23 watts par mètre carré. Donc là, on n'a rien du tout, c'est pour ça qu'il ne produit pas. C'est ce que je vais vérifier, parce qu'on a toujours l'impression qu'il fait beau. Donc dans le paramétrage, il n'y a pas de réglage de mode économie d'énergie comparé aux anciens modèles. C'est-à-dire qu'il consomme en permanence un minimum de puissance. Le régulateur solaire reste, lui, toujours indépendant. Donc là, par exemple, si j'éteins l'onduleur, ça n'éteint que l'onduleur, ça n'éteint pas le régulateur solaire. Ça veut dire qu'à chaque fois que le soleil se lève, le régulateur se remet en marche. Et puis dès que le soleil se couche, le régulateur s'éteint. Donc là, en l'occurrence, on a une consommation un peu plus faible en mode régulateur solaire qu'en mode onduleur. C'est tout à fait normal. Donc si je rallume l'onduleur, on va, je pense, repasser... Ah, c'est bizarre ça. Il n'est pas en marche. Il s'est mis en défaut. Augmentation onduleur. Il n'y a pas assez de soleil. Donc là, l'onduleur, il a tendance à... Quand on manipule le bouton power, il aime pas trop. Hein. Il aime bien quand c'est dans l'ordre. Il aime pas quand on éteint et qu'on allume tout le temps. Il s'est mis en défaut tout à l'heure avec le code erreur 15. Dans la notice technique, j'ai noté les paramètres que je voulais changer. Pour changer les paramètres, il faut rester appuyé sur la touche Entrée. Toc, voilà. On est au paramètre 0. Et puis on bouge sur les paramètres qu'on veut. Donc moi en l'occurrence je veux changer le paramètre, on va commencer par le paramètre 2, voilà, entrée, et je veux le régler à 40 ampères. Voilà, ensuite le paramètre 3, je veux le régler sur UPS. Le paramètre 5, je vais le régler sur User. Le 5, c'est le type de batterie. Voilà. Le paramètre 6, je ne le règle pas. Le paramètre 7 non plus. Je vais... Le 9, il est à 50 Hz. Le 10, il est à 230 volts. Ensuite, on passe au 11. A priori, je voudrais le mettre sur 40 ampères. Donc le 16, SNU, c'est bon. Le 23, c'est bon. 24, il y en a plein, il n'y a pas besoin d'expliquer. Hein. Voilà, les seuils de tension batterie. Alors moi, je ne veux pas 28,8, je veux plus que ça. Je ne veux pas 28,2, je veux 28,8. Voilà. Même 28,9, c'est très bien. Ensuite, tension de floating, je ne veux pas 27, je veux 27,2. On va même mettre 27,3. Voilà. Ensuite, on me demande la tension minimum avant coupure. Eh ben 20, c'est trop bas. 21,9. Allez, on est bien. Ensuite, fonction égalisation, je veux qu'elle soit en marche.
Donc voilà, je la mets. Les codes, il faut voir dans la notice, c'est leur code à eux. La tension d'égalisation 29,2 c'est trop bas. Voilà, bon, 30,1 c'est très bien. C'est parce qu'il y a des chutes de tension sur ces appareils-là, donc il vaut mieux monter un petit peu la tension. Le rythme d'égalisation toutes les 30 jours, moi je vais mettre plutôt tous les 60. Voilà. Ensuite, le fonctionnement de l'égalisation en ADS, c'est très bien. Et puis les autres paramètres, on ne les règle pas. Donc là, comme il n'y a pas de réglage d'économie d'énergie, on a fini les paramétrages. Donc on a réglé le courant et les tensions. Donc on va pouvoir relancer la charge pour le groupe électrogène. Donc puis ensuite, on va voir comment on paramètre l'appareil Wi-Fi. Donc là, on mesure la qualité du signal. On est bien en pur sinus. Alors là, il faut que je puisse le brancher convenablement. C'est ce qui sort de l'onduleur. Voilà, c'est ça. Et on va faire un test de démarrage de... On me voit dans le reflet de l'écran. C'est beau. Voilà, c'est bien. Je veux bien que tu fasses pas d'ombre. Recule-toi 2 secondes. Pas d'ombre. Ah, tu veux voilà. Non, c'est que je puisse voir l'écran. On va démarrer un lapidaire de 2300 watts. C'est ça? Ouais. Et au moment du démarrage, il prend à peu près 5 ou 6 kilos. Tu te mets en bas, tu le maintiens, puis tu le démarres. Ouais, non, je voulais pas te perdre. Moi, je voudrais vérifier la qualité du signal au moment du démarrage. Ah, vas-y. Alors, vas-y. Tu me diras stop. Quand tu veux. C'est bon. Donc ça n'a pas bronché. On est bien. Il consommait 1,3 kg. À peu près 1,3 kg, 1,5 kg. Non. 1,3 kg ou 1,5 kg. Et au démarrage, ça n'a rien fait de particulier. Je veux bien que tu le refasses. Ah. Arrête. Hop. Il y a eu un petit sursaut de fréquence. Il faut attendre que s'éteinde, puis moi je vais vérifier. Normalement, souvent la tension elle augmente sur ces modèles-là. Donc je vais. Alors. Vas-y. Hop. Donc effectivement, on est un peu dans les limites de l'onduleur là. On est descendu à 140 volts au moment où ça tirait. Donc je filme en même temps. Tu peux refaire un démarrage. Top. 140 volts, il y a eu un message d'erreur et c'est remonté à 238 après. Donc on est vraiment sur la limite de l'onduleur là. Faut pas faire plus que ça. Ça dit combien ça ton machin? Bah c'est un 2300 watts, mais au démarrage il prend 3,5 kg, 6 kg quasiment. Donc, on est dans une habitation, ça serait une machine à laver quoi. Non mais c'est parce que tout ce qui est pic de puissance, comme les postes à souder, tout ça, au démarrage ça a besoin d'une impulsion et au moment de l'impulsion, bah, l'onduleur il chute en tension, ce qui est normal. Mais c'est toujours un sinus, donc ça va. J'ai testé d'autres onduleurs qui avaient tendance à avoir un mauvais signal dans ces moments-là. Non, mais c'est bien. Il est comme le modèle d'avant. Okay. Donc là, tu as téléchargé l'application Android avec le flashcode de la notice. Ouais, après, il faut que je me register. Ouais, register. Name. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, please input PN number. Le non, PN, c'est là. Ah, ok. C'est le numéro qu'il y a sur l'appareil. Donc là, il faut allumer l'onduleur pour que le Wi-Fi se mette en marche. Ça paraît logique. PN. Autorisé. Ah, il y a un autre flashcode. Je trouve que c'est trop d'informations pour un usager qui n'est pas technicien. Parce que là, la notice, elle ne dit pas ça. Hein. La notice, elle est en chinois et en anglais. Pékin. Pékin. Et c'est juste débrouille-toi. Ça se trouve, tu vas y arriver. Hein. Mais là, je sais pas. Avec un peu de chance. Bah ouais, moi je suis pas habitué à ton téléphone et c'était une option, je l'ai pris, je me suis dit ça peut servir.